Bon, salut, j'espère que vous allez bien. En cette fin de mois de novembre, je suis remonté sur le Chirou parce que les chemins sont un peu gras. Faire un peu de route, un peu plus là pendant l'hiver. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous faire un débriefing sur la Gravel Fever. Je pense qu'il peut y avoir des points assez intéressants à aborder. J'avais quelques stratégies et donc je voulais vous en parler aujourd'hui. J'en ai un peu parlé, même pas mal parlé dans la vidéo dédiée. Mais ici, on va essayer d'aborder d'autres sujets et puis voilà, de discuter là-dessus. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On part sur 75 km, regardez là-bas, je vais zoomer dans l'image, il y a des chevreuils, c'est magnifique. Là je me dirige vers Orbigny, je suis au sud du Cher, c'est trop cool, regardez-moi ça. Ces petits moments, j'adore ce secteur au sud de chez moi pour aller rouler. Ça sera 3 axes majeurs sur la vidéo. Le premier, ça sera la gestion de l'effort, on va parler capteur de puissance. Le second axe, gestion de mon sommeil sur cette course. Et enfin le troisième axe, gestion de la nourriture. La Gravel Fever, c'est quoi? La Gravel Fever, c'est un festival de gravel qui a lieu fin septembre. C'est à Châtellerault depuis quelques années. Alors je sais pas si les prochaines années ça sera là-bas aussi, mais en tout cas c'est là-bas pour l'instant. C'est un festival où il y a plusieurs épreuves. Il y a différentes distances, 80, 100 km, il y en a des distances plus courtes. C'est du gravel, il n'y a pas de route. Cette année, il y a eu des championnats de France gravel. Et il y a une épreuve, la grosse épreuve, l'épreuve ultra, qui est l'Ultra 500. Cette année, qui faisait 538 km. Le départ, c'était à Meudon, à côté de Paris, au sud-ouest de Paris. L'arrivée à Châtellerault, on faisait 538 km, 5000 mètres de dénivelé. Et pour ce faire, on allait vers l'ouest, vers Saint-Léonard-des-Bois. Alors je crois que c'est la Sarthe ou la Basse-Normandie, je sais plus exactement, je vous remettrai ça, je suis nul en géographie. Et après on descendait tout droit entre Tours et Saumur, Chinon, tous ces coins là, Bourgueil et Châtellerault. Il y a 2 ans, en 2023, j'avais fait le 120 km, j'avais bien aimé le tracé, il était vraiment gravel, vraiment bien foutu. Les ravitaux, j'ai pas trop kiffé, je trouvais que pour le prix et pour l'ampleur du truc, c'était pas à la hauteur, mais ça allait quand même. Mais surtout, le tracé était très bon. Il y avait une bonne ambiance sur le festival. 2 ans plus tard, via mon entreprise, j'ai eu la chance d'avoir un dossard. Donc je ne l'ai pas payé. Ça coûte assez cher, je ne saurais plus dire, mais une centaine d'euros. De toute façon, les courses ultra, malheureusement, coûtent assez cher. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un dossard via mon entreprise, parce qu'on est partenaire de l'événement. On avait un stand. Du coup, j'ai saisi l'occasion pour faire cet Ultra 500. Le départ, c'était vendredi 24 septembre à 10 h du matin à Meudon. Donc je me suis rendu à Meudon en train, j'ai fait la course et on est rentré en famille le samedi après la course. Donc ouais, c'est une logistique quand même, ce genre de course en ligne qu'il faut prendre en compte, ça a un coût. Billets de train, transport en bagnole, tout ça. Mais après honnêtement ça vaut le coup. C'est pas mal, l'ambiance était vraiment super sympa. Au départ c'était très simple, à l'arrivée c'était très cool. Moi j'ai bien kiffé, j'ai passé un bon moment. Oula, il roule, je vais tuer. Ah, des fois il y a des gens, faut quand même pas avoir peur sur la route. Ouais, je disais, j'ai pris un plaisir fou sur cette épreuve. Je me suis bien amusé. J'ai eu un peu de mal, je vais peut-être en reparler tout à l'heure, mais un petit peu de mal à rentrer dans la course au début. Peut-être à cause du soleil tout simplement. C'est un bon événement que je conseille. Donc voilà pour la petite introduction. Maintenant on va passer au premier axe de la vidéo. Ma gestion de l'effort sur cette course. Salut les copains. Ils sont au calme, ils sont tranquilles. Premier point, gestion de l'effort. Donc ce qu'il faut savoir sur la Gravel Fever, c'est que je suis pas venu complètement la fleur au fusil, sans aucune stratégie, en me disant juste je vais rouler et puis on verra ce qui va se passer. Non, cette année, on a eu un enfant, clairement ça change la vie. Je me suis pas entraîné autant qu'avant, j'ai pas fait de longue distance, et donc forcément j'appréhendais un petit peu cette course en me disant est-ce que je vais y arriver au vu des kilomètres et surtout de l'entraînement que j'ai eu. Donc l'idée c'était quand même d'avoir quelques stratégies avant de venir et de savoir si
Malgré le fait de ne pas faire de longue distance, bon j'ai quand même de l'expérience, mais de ne pas avoir fait de longue distance cette année, est-ce que j'allais m'en sortir? Donc le premier point sur lequel je voulais m'axer, c'était mon effort, mes zones de puissance. Parce qu'avec mon gravel, j'ai acquéri des pédales à capteur de puissance. C'est des Favero Assioma Pro MX1 en nom à rallonge. Pour dire que voilà, c'est de la marque Assioma, la marque Favero, c'est du très bon matos. Moi j'ai pris une pédale, il n'y a qu'une seule pédale qui est capteur de puissance, c'est la gauche. Alors si ça vous fait plaisir, vous pouvez prendre les deux. Honnêtement, je pense que pour un usage amateur comme moi et puis comme beaucoup d'autres, ça sert à rien d'avoir les deux pédales. À part le plaisir de voir que vous avez 2% de différence entre chaque pied. Bon, honnêtement, moi je vois pas trop l'intérêt à mon niveau. Une seule pédale suffit largement. Et puis bon, après il y a une question de coût, parce qu'il faut pas se mentir. Un capteur de puissance comme ça, c'est 400 balles. La paire c'est 700. Bon là je crois qu'il y a des prix qui ont diminué, mais bon voilà, globalement ça coûte extrêmement cher. En tous les cas, ça me donne quand même un bon indicateur. Donc comment je m'en suis servi et comment j'ai voulu m'en servir pour cette épreuve. Premier objectif, d'arriver en fin d'épreuve le plus frais possible. C'est comment gérer l'effort pour faire la course de manière homogène et à la fin arriver pas trop cramé, sachant que je savais que j'allais arriver un peu fatigué, c'est normal, parce qu'il y aura peu de sommeil sur une épreuve comme ça, mais je voulais arriver avec des bonnes jambes. Pour ce faire, comme j'ai dit, j'ai utilisé un capteur de puissance et je me suis basé sur mes zones. Donc les zones, c'est quoi? Je vais vulgariser ça vraiment à fond, si vous voulez des détails plus poussés, allez sur internet, allez voir sur YouTube, il y a sûrement des vidéos qui expliquent ça bien. Mais en gros, je vais générer de la puissance en pédalant. Plus j'appuie sur les pédales, plus j'en génère. J'ai des zones de puissance, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Plus tu montes, plus c'est intense et moins tu tiens ça longtemps. Moi, il fallait que je me mette dans des zones que je peux tenir longtemps. Donc en gros, la zone 1 et la zone 2, sur Garmin, c'est la zone d'échauffement et la zone d'endurance, la zone 2. Dans la théorie, et dans la pratique aussi, ces deux zones-là, on peut les tenir quasi indéfiniment. Et moi, pour cette course, c'est ce que je voulais. Je voulais m'en tenir au plan et rester dans ces zones au maximum. D'où le capteur de puissance qui s'affiche sur le compteur. J'affiche mes zones en direct sur le compteur, comme ça je vois où je me trouve. Et comme ça me permet de gérer mon effort, que ça soit sur le plat, en montée ou en descente. Parce que moi avant, je roulais surtout aux sensations, comme beaucoup de gens. Ça fonctionne les sensations, mais en tout cas moi je sais que j'ai très vite fait, sur les faux plats ou même sur du plat, ou quand il y a un petit peu de vent de face, d'appuyer sur les pédales un petit peu trop. Alors aux sensations, ça se sent pas vraiment sur le moment, on n'a pas l'impression de développer plus de puissance, mais le truc c'est qu'il y a des chances qu'on le paye plus tard avec une fringale, un manque d'énergie. En ayant des données claires, nettes et précises avec un capteur, on sait à quoi s'en tenir. Alors pour info, moi mes zones, je les ai fait avec mon GPS Garmin. J'ai pas fait de test FTP, c'est beaucoup mieux de faire comme ça, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Quelles que soient les raisons, on s'en fiche. J'ai laissé Garmin me faire des zones. Et en tout cas, ça me donne des repères. Il m'a calculé ma FTP avec plein de sorties que j'ai pu faire, plus ou moins intenses. Et comme ça, je sais où se trouve ma zone 1 et ma zone 2. Je vais vous mettre ça à l'écran. Je vais vous mettre aussi mes proportions dans l'épreuve. Combien de pourcents, pendant combien de temps j'étais en pourcentage dans la zone 2, dans la zone 1 et dans les zones au-dessus. Il y a une belle petite route de campagne là, c'est assez cool. Donc ça s'est traduit comment pendant l'épreuve? Ça s'est traduit que j'ai pédalé, comme d'habitude, je suis pas parti trop fort, et après j'ai vraiment relâché l'appui sur les pédales, clairement. Il y a quand même des passages très roulants, par exemple au début de course, où on est tenté de foncer. En plus c'est le début de course, il y a de l'euphorie, tout le monde part vite. Et là moi, j'ai vraiment lâché l'accélérateur. C'est frustrant parce qu'on se fait doubler. Quand on n'a pas trop l'habitude sur des épreuves ultra, ça fait bizarre. On se fait beaucoup doubler. Il y a des gens qui nous doublent en disant « Ah bah c'est bizarre, qu'est-ce que tu fais là je t'attendais pas ici. » Mais tout ça c'est bien pensé. Je regardais mon capteur en fait. Je me calais tout le temps dans la zone 1 et 2. Souvent j'étais à la limite. J'étais sur mon compteur, c'est marqué 1,9, donc en gros ça veut dire que je suis tout près de la zone 2. Et puis souvent dans la zone 2. C'est frustrant parce qu'on n'avance pas très vite. Vu qu'on doit appuyer moins fort sur les pédales, on avance moins vite. Au début, on a l'impression que on va perdre des places, qu'on va perdre du temps.
Mais ça, faut se l'enlever de l'esprit. Bon, moi, ça, c'est des choses que je connaissais déjà, même en roulant aux sensations. Je sais qu'on rattrape le retard après. Il n'y a pas de problème avec ça. Et là, ça s'est vérifié. Hein. Parce que tout le long de la course, j'ai suggéré, dès qu'il y avait des montées, ben, je relâchais la pédale pour pas monter dans les tours, pour pas mettre trop de watts. J'avançais pas vite, ça c'est sûr. C'est parfois difficile dans certaines bosses, surtout en gravel. Mais il faut s'y tenir, c'est bien d'avoir pour ça un développement assez large. Comme moi j'ai un développement de VTT sur mon gravel, ça m'a permis vraiment de mouliner, mettre le moins de puissance possible. Au final, bah, quand je suis arrivé à 500 bornes, un peu avant, 450 bornes, et ben j'étais encore frais. Enfin, frais, façon de parler, mais je me sentais bien. Je sentais que j'avais encore de l'énergie dans les jambes, ce qui m'a permis, dans les 50 derniers kilomètres, d'accélérer. Et à la fin de la course, je me sentais plutôt bien. J'aurais pu encore rouler. Il y avait de la fatigue classique parce que pas beaucoup de sommeil, mais par contre j'avais encore de l'énergie dans les jambes. Tout ça grâce au suivi des zones. Alors pour en arriver là, pour suivre mes zones, j'ai pas juste roulé et puis je me suis calé, hein. Non, je me suis quand même pas mal entraîné avant sur mes sorties de tous les jours, mes sorties de tous les jours, mes sorties du week-end, où ben, j'ai appris à relier mes sensations et mon capteur de puissance pour facilement me mettre en zone 1 et zone 2, parce que c'est pas si simple. Aux sensations, on a vite fait d'appuyer, moi j'ai vite fait d'aller en zone 3 aux sensations, donc là il fallait apprendre. Donc il a fallu quand même s'entraîner, hein. Ça s'apprend pas comme ça en 2 semaines. Je partais le week-end sur des sorties gravel, surtout gravel, parce que c'est sur ce vélo que j'ai le capteur, et là je vais peut-être en hiver le mettre sur ce vélo, mais là pour l'instant j'ai mis des pédales classiques. En tout cas en gravel, je me suis dit des fois je pars rouler tranquille, et quand on dit rouler tranquille, c'est vraiment rouler tranquille, ça veut dire c'est rouler en zone 1-2. Alors la vitesse, moi avec mon vélo, avec mon développement, ma forme physique, c'est des moyennes de 18-19, mais ça se traduit par des puissances en zone 1 et zone 2. Donc je vais vous mettre c'est quoi mes puissances en zone 1, zone 2 actuelles. En tout cas ça demande un peu d'entraînement, mais quand on s'y tient, qu'on est studieux et que pendant l'épreuve on tient ça longtemps, bah à la fin honnêtement ça paye. Je voulais savoir si ça payait vraiment. Et oui, ça paye vraiment. Donc pour un usage longue distance, parce que là c'est ce que j'ai fait, et là je peux en parler, je trouve que c'est vraiment intéressant le capteur. Ça vaut cher, mais par contre c'est intéressant pour la gestion de son effort. Faut pas acheter un capteur de puissance juste pour afficher des chiffres sur son compteur, hein. Si c'est pour afficher des watts, genre 1000 watts sur 5 secondes, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment nul. Si vous l'utilisez vraiment pour votre entraînement, c'est très cool. Pour la longue distance, moi c'est ce que je fais. Pour mon entraînement de tous les jours, on va pas se mentir, j'utilise pas beaucoup mon capteur, sauf pour faire des sorties vraiment en zone 1 et 2. Après pour de l'intensité, j'utilise peu, parce que voilà, j'en ressens pas le besoin et j'ai un peu la flemme, mais peut-être que je le ferai. Mais en tout cas pour de la longue distance, je conseille, c'est super. Ça me semble précis, après il faut les calibrer quand même régulièrement, mettre la bonne longueur de manivelle, hein, ça va de soi. Mais après c'est un très bon outil, ça vous donne un bon indicateur. Et pour la longue distance, je trouve que c'est beaucoup mieux que la fréquence cardiaque. Parce que la fréquence cardiaque, elle a tendance à se mettre sur un plateau et après elle bouge plus. Alors que la puissance, bah, ça peut baisser avec le temps, mais au moins c'est factuel, hein. Vous avez une puissance, c'est net, clair, net et précis. C'est super, en plus vous avez la cadence de pédalage en même temps, c'est un bon indicateur aussi. Moi dans mon cas, sur cette épreuve, j'avais 81 tours minutes en moyenne. 81 en gros, ça veut dire que j'ai mouliné quand même. Alors moi j'ai un développement de VTT, j'ai un plateau de 36, une cassette de 10,52 pardon, c'est du SRAM T-Type. Moi j'adore mouliner de toute façon, je voulais une transmise VTT sur mon gravel. Alors c'est pareil, c'est un truc, moi je suis habitué à mouliner, bon ça s'apprend, hein. Faut pas faire, c'est pas comme ça, vous vous dites je vais mouliner, ça mouline, non, ça s'entraîne. Il y en a qui pédalent beaucoup en force, j'en ai vu pendant l'épreuve, qui pédalaient constamment en force, chacun sa technique. Moi je préfère largement mouliner, après c'est un peu plus cardio quand même, ça utilise pas mal d'énergie, et pour gérer ma puissance, je préfère. Puis en gravel c'est très bien parce que quand vous avez des bosses en gravel, c'est pas comme sur la route, hein. C'est souvent un peu plus difficile, c'est potentiellement plus raide, puis il y a de la caillasse, il y a des graviers, c'est pas pareil. Donc voilà ce que je voulais dire sur la gestion de l'effort. Moi ça m'a bien réussi, j'ai réussi à me tenir au plan, je suis parti lentement et je suis resté lent. Lent c'est un peu une façon de parler, j'avais quand même 19,2 de moyenne à la fin, mais j'ai été homogène, constant on va dire plutôt, sur toute l'épreuve. J'ai su garder ma vitesse, il n'y a que sur la fin, je regarde les stats, je vais vous mettre ça à l'écran,
Et là je les ai pas en tête, mais j'ai un peu accéléré. En tout cas, j'ai eu l'impression d'accélérer sur la fin, mais genre sur les 40-50 derniers kilomètres, parce que j'avais des jambes, je savais que c'était la fin, que j'allais arriver avant la nuit, donc j'ai tout mis. Mais j'aurais pu continuer encore longtemps du fait de cette bonne gestion. Donc voilà pour ce premier axe sur la gestion de l'effort. On est bien là. Je fais une sortie de 75 km aujourd'hui. Là je prends un petit plaisir sympa à rouler là. Il fait 7 degrés. Je suis à 37 bornes, 1h30. 293 mètres de dénivelé. J'aime beaucoup cet endroit. Puis j'en profite pour récupérer des carrés sur Stats Hunter, ça faisait longtemps. Il y a des très beaux coins là. On va pouvoir passer au deuxième axe, le sommeil. Waouh! C'est pas mal. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ce bâtiment. Je sais pas. Le sommeil, deuxième sujet important sur les courses longue distance. Je voulais dormir sur cette course. C'était l'idée. Je savais par expérience que sur 500 km, j'ai besoin de sommeil. Moi, c'est un truc, hein, je l'ai vu sur le Biking Man Vercors, je l'ai vu sur d'autres distances plus longues. Sur une durée de 500 bornes, moi, il faut que je dorme. Je ne fais pas partie de ces gens qui peuvent se permettre de ne pas dormir. Moi, d'ailleurs, je ne conseille pas de ne pas dormir, à part si vous avez des capacités un peu surhumaines. Je savais que j'allais dormir, je savais que j'allais avoir besoin de sommeil. Par contre, je n'avais aucune idée de la durée de sommeil. Mais ma stratégie sur cette course, c'était de dormir au premier checkpoint. Parce que sur la course, on part à 10 h du matin. Le premier checkpoint est au kilomètre 180 à Belém. Ça paraît tôt dans la course, c'est tôt. Mais si on fait des petits calculs, en gros, je savais que j'allais arriver au checkpoint 1 sur les coups de 7 à 19, 20h, 21h. Dans les faits, je suis arrivé à 19h15, je crois. Et ces heures-là, c'est à peu près des heures où je sais que je commence à être un peu fatigué. Ou en tout cas, c'est le moment idéal pour moi de dormir. Et comme au checkpoint 1, on a un race bag. Un race bag, c'est quoi? C'est un petit sac. Alors c'est un truc dans le règlement, hein. C'est un truc qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais c'est dans le règlement, donc autant l'utiliser. C'est un petit sac dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez, dans la limite du raisonnable bien sûr, hein, et du volume. Moi dedans, j'ai mis un duvet, un matelas gonflable, des vêtements de rechange, une serviette, une brosse à dents et du dentifrice. Comme ça, je savais qu'en arrivant au checkpoint 1, j'avais ce sac. Je n'étais pas obligé de me trimballer ma literie avec moi. Donc quand je suis arrivé au checkpoint, ce que j'ai fait, j'étais pas trop fatigué, mais je commençais à avoir des très très légers signes de fatigue. J'ai mangé, j'ai lubrifié ma chaîne de vélo, je me suis lavé les dents, et après, je me suis posé pour dormir. Juste avant, j'avais installé tout mon matos, bien sûr, et je me suis posé pour dormir dans mon matelas avec des boules qui est. Parce que dans les checkpoints, il y a toujours du bruit. Il y a les gens qui parlent, qui passent, qui marchent avec leurs chaussures de vélo par terre. C'est très bruyant. Les boules qui est, c'est super important. Je suis endormi assez vite, preuve que l'heure d'arrivée au checkpoint et l'heure de sommeil étaient bien calculées. Et je me suis endormi pendant 1 heure et quart à peu près. Je me suis réveillé à 21h45. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient là avant qui n'étaient plus là maintenant, dont Julien et Émile, avec qui j'ai roulé pas mal sur l'épreuve. J'ai remballé mon barda et je suis parti. Et j'étais plutôt bien parce que j'ai eu une bonne sensation de repos quand je me suis réveillé. J'avais pas mis de réveil, hein, bien sûr, je fais ça maintenant tout le temps. Je laisse mon corps se réveiller quand il en a besoin. Ça m'a réussi parce que je me sentais bien et comme ça j'ai pu engager la nuit sereinement. Ça l'a bien fait. Et j'ai pas redormi par la suite, j'en ai pas ressenti le besoin. Alors par contre, j'ai utilisé une petite astuce, alors c'est pas de la triche, hein. Beaucoup le font, mais moi je sais que ça marche bien chez moi et je l'ai refait ici. J'ai bu des Red Bull dans la nuit, il était, ouais, je pense que c'était 1 h du matin à peu près. Et ben j'en ai acheté, j'en ai bu parce que bah, là j'avais quand même des petits, je piquais un peu du nez, hein. J'avais été encore un peu fatigué, même si j'avais des sensations de bon repos au checkpoint 1. J'étais quand même un peu fatigué, il faut pas se mentir. C'est la nuit, hein. Je pense que c'est biologique. Il n'y a rien d'anormal à ça. Donc j'ai bu des Red Bull et ça m'a complètement maintenu réveillé jusqu'à la fin de la course. Pour un peu conclure là-dessus, c'est que dans mon cas, ben voilà, je me connais, donc je sais que voilà, vers
Début de soirée, c'est là que je suis fatigué. Avec le checkpoint 1, ça tombait bien, c'était le moment pour dormir. Donc avec le race bag, je me suis mis confort, boule qui est, et ça l'a fait. Pour vous, et ben là, je pense qu'il faut vraiment se baser sur l'expérience et s'entraîner. Aller rouler de nuit, faire une journée sur le vélo et puis commencer à rouler la nuit, voire toute la nuit pour voir à quel moment vous êtes fatigué en temps normal après une semaine de boulot classique. Quand est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Comment vous aimez dormir? Est-ce que vous dormez à l'arrache? Dehors, bon, c'est un truc que je conseille pas honnêtement, moi je l'ai fait au début, c'est nul. Peut-être en été ça passe, mais il faut trouver un bon spot. Honnêtement, c'est chiant de trouver un bon spot. Il y a des périodes où il peut faire froid, même des fois en été il fait froid quand vous êtes en montagne. Là c'était fin septembre, hors de question de dormir dehors. Soit vous dormez à l'hôtel, soit vous dormez en Airbnb, soit vous dormez dans les checkpoints. Il y a plein de stratégies, chacun aura sa stratégie. Ça dépend de vous, si vous dormez profondément, si vous avez des insomnies. Il y a plein de choses, mais il faut vous connaître et c'est l'expérience. Là, il n'y a pas de secret. Je dirais qu'il faut être confortable, c'est important. C'est comme quand vous êtes sur votre vélo. À mon sens, le confort, c'est l'élément primordial, surtout en longue distance. Donc pour dormir, c'est pareil. Soyez confortable. Si pour vous, le confort, c'est un bon duvet bien chaud et une doudoune, bah dormez comme ça. Si pour vous, comme c'est mon cas, c'est un bon duvet, un matelas gonflable au top du confort avec des boules qui est, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas inventer des nouvelles techniques le jour de la course. Faut faire des choses que vous avez testées avant, mais faire des choses qui vous sont confortables. Et après, je pense que ne pas mettre de réveil, c'est une bonne technique. Moi, le réveil, je sais que ça marche pas chez moi, simplement parce que ça me stresse en fait. Parce que déjà, je sais que j'ai un réveil, ça veut dire que je sais que j'ai une durée à respecter, donc je mets du temps à m'endormir, même si je suis exténué. Et puis au final, je dors pas du tout. Donc je préfère laisser mon corps dormir tranquillement. De toute façon, ça me fait pas perdre de temps vraiment, parce qu'au final, derrière, je suis bien reposé, donc y a pas de souci. Mais chacun ses techniques. Voilà pour le sommeil. Allez, on continue à rouler un petit peu et on va parler du troisième axe, la nutrition. Et je pense qu'on aura traité les gros sujets. Je vais voir si j'ai pas d'autres petits trucs à dire. Mais sinon, voilà, ça sera pas mal. N'hésitez pas en commentaire à écrire des questions, à partager vos expériences. C'est là pour ça, les commentaires. Les couleurs d'automne, j'adore. Bon, maintenant, troisième axe sur lequel je voulais être assez sérieux, c'est la nourriture. En tout cas, là, l'idée, c'était d'être autonome en dehors des checkpoints au maximum. Parce que sur les deux checkpoints de la course, donc le premier à 180 et le deuxième que j'ai pas précisé, mais qui était au kilomètre 320 à la Bazoge, c'est juste avant Le Mans. Dans ces deux checkpoints, il y avait de la nourriture. Surtout dans le premier, il y en avait pas mal. C'était très bien fourni d'ailleurs. C'était bon, avec une bonne soupe, un burger. Au deuxième, il y avait de la pizza et de la soupe aussi. Donc dans ces checkpoints, je savais que je pouvais manger à ma faim. Il n'y a pas de souci. Mais en dehors, il fallait que je sois autonome. Sur 500 bornes, c'est jouable d'emmener toute sa nourriture et sa nutrition. On peut se passer des commerces. Moi, c'était cette idée-là parce que les commerces, c'est bien, mais on trouve pas toujours ce qu'on veut. On doit s'arrêter, ça prend du temps, ça fait perdre beaucoup de temps sur une épreuve au total. J'ai basé ma stratégie sur un truc à manger toutes les heures et quart environ. Je m'y suis tenu, c'est comme la gestion de l'effort. J'ai fait l'effort de m'y tenir. Donc je mangeais un peu de tout, que des choses que je connaissais et avec lesquelles j'avais déjà roulé. Des barres Cliff, des barres Décathlon, pâte d'amande, barres de céréales, compote, des petits bouts de saucisson, des noix de cajou. J'ai aussi mangé des délicieux croque-monsieur fait maison. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai mangé des choses. Oula, j'ai un petit pote là. Salut mon gars. Ouais, c'est bon. J'aime pas ça les chiens. Lui il est arrivé sur moi, tranquille. Bon, qu'est-ce que je disais? Je disais, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que j'ai mangé des choses que je connaissais. J'ai pas testé des nouveaux trucs le jour de la course. Et j'ai mangé toutes les heures et quart, et je m'y suis tenu. J'ai réussi à manger. J'ai pas eu de problème de ventre, pas de mal de ventre, pas d'autres problèmes. Et j'ai tout mangé. À la fin, il me restait juste une barre Cliff. Mais sinon, j'ai tout mangé. J'ai bien mangé au ravito. Et j'ai jamais eu de fringale, jamais eu de baisse d'énergie.
Après voilà, moi je compte pas mes calories, je compte pas les glucides, tout ça. Moi je me base sur de la nourriture plaisir, la nourriture que je connais de manière régulière, même si j'ai pas faim, je mange. Toujours remplir un petit peu le réservoir. Alors après, je pense que on peut faire beaucoup mieux au niveau nutritif, manger des choses plus caloriques, tout ça. Moi je me base plutôt sur de la nourriture plaisir, des choses que j'aime. Au niveau hydratation, j'ai tourné à l'eau avec des électrolytes, à de la boisson isotonique. J'aime bien. J'ai quand même l'impression d'avoir un gain par rapport à de l'eau claire comme je faisais toujours avant, mais je ne saurais pas dire vraiment quel gain. C'est un peu compliqué. Donc là pour la boisson isotonique, prendre la boisson isotonique Décathlon, elle va très bien. Là par exemple, j'en ai dans mon bidon aujourd'hui sur une sortie normale. Alors ce que j'ai pu comprendre, j'ai pas creusé le sujet non plus trop, mais en gros, ça va compléter les minéraux que vous allez perdre en roulant avec la transpiration et que vous n'allez pas récupérer juste avec de l'eau normale ou de l'eau avec du sirop. Avec ça, vous récupérez des minéraux. Voilà. Mais après, j'avoue que ça, c'est à tester aussi, voir si vous aimez. En tout cas, moi, le goût, j'aime bien. Ça passe bien, ça me cause pas de problème gastrique. Comme j'avais pu entendre dans un podcast, je crois Ultra Talk, c'était Arnaud Manzanini qui disait ça. C'est toujours avoir la main à la pâte. Moi, je conseillerais d'avoir une régularité. C'est comme l'hydratation. Boire de manière régulière. Bon, moi, pour l'hydratation, j'ai pris l'habitude et je bois naturellement de manière régulière. Mais pour la nourriture, bah, je regarde l'horloge et c'est toutes les heures et quart. Et puis tournez à des choses qui vous font plaisir. Si vous aimez manger de la rillette, vous prenez de la rillette. Si votre kiff, c'est manger du jambon, c'est manger un jambon beurre, mangez un jambon beurre. Si vous aimez manger des bananes, mangez des bananes. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. Moi, je pense qu'il faut plutôt fonctionner au plaisir sur la longue distance. Bon, voilà sur les 3 axes majeurs. Pour moi, les 3 points stratégiques que j'avais envie de développer sur cette épreuve, qui était gestion d'effort, sommeil et nutrition. Au final, je termine, on était 70 je crois au départ. Je roule dans les premiers, je roule au début dans les derniers. Je vous mettrai un peu le petit tracking en bas de temps en temps dans la vidéo, peut-être maintenant surtout. Je l'ai mis dans ma vidéo principale, mais en gros au début de course, je suis plutôt dans les derniers. Et après je rattrape du monde et je finis 21e je crois. Donc je rattrape pas mal de monde quand même, après le CP1. Donc très cool, même si je faisais pas la course vraiment, il y a quand même, faut pas se mentir, un petit côté perf. À la fin, quand on sent qu'on est en forme, on essaye de gagner des places. Et ça m'a montré aussi que malgré l'entraînement un peu moins intense cette année avec un enfant, et le fait aussi que j'ai pas fait de longue distance du tout en amont, j'ai peut-être fait 150-200 bornes une fois, mais sinon j'ai pas fait de longue distance cette année, et ben ça m'a quand même réussi. Donc voilà pour ces 3 points. Maintenant on va continuer la sortie et puis on va faire des petits points en vrac un peu variés, des petites choses à rajouter sur la course. Au niveau positionnement sur le vélo, pareil, très content. J'ai eu aucune douleur physique, pas de douleur aux mains, pas de fourmillement, pas de douleur au dos, ni aux genoux. Je valide complètement ma position sur ce bike, sur de la longue distance en tout cas. Je l'avais testé sur des distances plus courtes, j'étais bien dessus. Là sur du très long, du plus long, 500 bornes, je valide, c'était bien. La selle, c'est une Coco Bike en carbone super rigide. Il y a quand même un peu de flex dessus. Mais moi je suis super bien dessus. Top, ça fait plaisir. Bon, j'ai bien sûr fait des tests de position. J'ai fait varier des choses. Potence, hauteur, de pose de pilotage, tout ça. Là j'ai trouvé une bonne position, je suis bien dessus, je suis bien sur ce vélo. Au niveau de la config aussi du vélo, qui est une config très VTT, je vous en parle dans la vidéo de présentation du vélo. Très satisfait, ça va très bien pour la longue distance. Moi ça me permet de mouliner et puis quand même de rouler vite sur le roulant, donc non, excellent. Les roues super pour le long, elles filtrent vraiment bien les aspérités du terrain en gravel, c'est super en tout terrain, j'adore. Là je fais une petite aparté, mais quand j'ai fait la Corésienne VTT, d'ailleurs vous pouvez regarder les vidéos, c'est une petite saga de 5 vidéos sur ce petit périple. À aucun moment je me suis dit, parce que c'est un tracé VTT la Corésienne VTT, il y a des passages un peu gravel, mais sinon c'est du VTT pur. À aucun moment je me suis dit que j'avais besoin d'une fourche suspendue. Donc c'est la preuve quand même que ces roues, et le cadre aussi bien sûr, mais les roues elles font un super job d'amortissement et ça n'a pas de prix. J'avais vraiment un confort
inégalé, couplé au cadre en acier. J'étais vraiment bien. Le cintre très évasé, le Venture Max, j'ai beaucoup aimé. On peut varier les positions sur les cocottes en bas du cintre et on est bien. Pas comme sur un vélo comme celui-là où quand je suis en bas, je suis vraiment très en bas et je peux pas tenir ça longtemps. Là, sur le vélo de gravel, je suis vraiment super. Donc non, trop bien. Le vélo parfait pour faire ce genre d'épreuve. Rien à dire de plus. Autre petit point bonus aussi, c'est les temps de pause. Au final, j'ai fait au total 32h47 d'activité et 28 heures de vélo. Donc ça veut dire que j'ai fait 4h40, 4h47 de pause, sachant que je suis arrivé au CP1 à 7h15, reparti à 22h10. Ça veut dire que j'ai fait 3 heures de pause, on va dire, au CP1. Au CP2, j'ai dû faire 3 quarts d'heure. Et après, le reste du temps, c'est quand je me suis arrêté un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, km 80 pour manger un petit peu, faire une pause assis tranquille. Globalement, j'ai pas fait trop de pauses. Je suis assez content là-dessus. Le fait de pas s'arrêter dans les commerces, ça joue beaucoup. Le fait de gérer son effort aussi, c'est pareil, parce que comme j'ai bien géré mon effort, au final, j'étais jamais à court d'énergie, donc je ne ressentais pas le besoin de faire une grosse pause au bord de la route pour reprendre de l'énergie. Je pense que je pourrais faire encore moins de pauses. Je pourrais manger plus sur le vélo pour m'arrêter moins. Genre quand je mangeais du taboulé ou des saucissons ou canaux de cajou, j'aurais pu continuer à rouler. Mais bon, après non plus, je suis pas dans l'optimisation maximum des temps de pause, mais c'est important quand même. Parce que sur 500 bornes, ça va encore. Et quand on va sur des distances plus longues, il faut se rendre compte que les temps de pause, ça prend à la fin beaucoup de temps. Autre point bonus, amélioration de la nutrition. J'ai oublié de le dire avant. Je pense que à refaire, je prendrai un peu plus de nourriture faite maison et moins de nourriture entre guillemets industrielle. En tout cas, nourriture sportive, genre barre de céréales, Clif, tout ça, c'est très bon. Mais il n'en faut pas beaucoup de ces trucs-là, en tout cas pour moi. Parce qu'au bout d'un moment, je sais que je sature. Sur 500 bornes, ça va. Mais au-delà, je sais que ces trucs-là, je les pose et je les mange plus. Alors que la nourriture faite maison, j'adore ça. Donc peut-être que la prochaine fois, pour remplacer une barre Clif ou autre, je ferai un sandwich, un burger, des trucs du genre. Un peu plus de fait maison, quoi. Au kilomètre 55. Ça fait combien de temps que je suis parti? 2h20. On est dans les vignes, c'est beau. On va traverser l'autoroute. Je me dirige à Pouillet, pour ceux qui connaissent. Le soleil derrière, c'est trop sympa. Bon, là, il y a l'autoroute, c'est moins sympa. Avec le soleil un peu couchant, c'est trop agréable. Moi, j'adore cette période. Et là, j'avoue que j'adore faire de la route à cette période. Ça m'avait manqué un peu parce que j'ai fait beaucoup de gravel. Et là, j'ai envie de me remettre un petit peu sur la route. Qu'est-ce qu'on est bien. Le petit pont qui traverse le Cher au niveau de Thésée. C'est magnifique. Avec les vignes là. Là par exemple, j'ai pas suivi la zone 2 pour grimper le coteau. Bon, c'est là que va se terminer la vidéo. Je pense avoir traité les différents sujets que je voulais aborder dans ce débriefing. N'hésitez pas à poser vos questions. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas laquelle. Peut-être une petite vidéo gravel, peut-être une vidéo collaboration commerciale où je vends mon âme au diable à une marque de caméra. Allez, regardez-moi ça, comment c'est beau là. Les chevaux, magnifique. Les montgolfières en fond là-bas. Cette belle petite route avant d'arriver à la maison, c'est magnifique. J'adore cette route, ce petit passage. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine. Roulez bien, faites-vous plaisir comme moi je me suis fait plaisir sur cette Gravel Fever 500 km. En plus avec la famille à l'arrivée, ça
C'est incroyable, c'est la première fois que je le vis. Et je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Ça sera les derniers mots de cette vidéo. Allez, à plus et amusez-vous bien.